Rebonjour à tous. Nous allons vous effectuer une présentation à deux voix avec Vanessa Laborie du CEREMA pour parler de la modélisation de l'impact de l'évolution morphologique et du niveau marin sur l'aléa inondation dans l'estuaire de Seine. Alors tout d'abord, je vais brièvement vous présenter les objectifs du projet Atlantis. Et ensuite, je vous présenterai un projet connecté à Atlantis, le projet Constibat, qui vise à générer des scénarios d'évolution bathymétrique à l'horizon 2100. Ensuite, Vanessa vous présentera le modèle hydrodynamique utilisé dans le cadre du projet Atlantis, ainsi que les nouveautés qui ont été incorporées par le CEREMA. Et surtout, elle vous présentera les premiers résultats qui concernent l'impact de l'évolution morphologique et du niveau marin sur les niveaux d'eau en lit mineur, ainsi que sur les volumes débordants. Donc le projet Atlantis, c'est un projet de modélisation hydrodynamique de l'aléa inondation actuelle, future, et avec de potentielles solutions d'adaptation que sont les zones d'expansion des eaux estuariennes. Donc ce projet, piloté par le CEREMA, se déroule en 3 étapes. La première est bien sûr la mise à jour du modèle Télémac 2D, voire même l'amélioration, car des ouvrages traversants et un nouveau référentiel bâti-topographique a été intégré. En parallèle au Gypsanavel, on a réalisé des scénarios d'évolution bathymétrique future, afin que le CEREMA puisse réaliser la tâche 2 du projet, qui est de caractériser l'impact de l'évolution morphologique et du niveau marin sur l'aléa inondation. Et enfin, la dernière étape de ce projet, c'est d'intégrer de potentielles solutions d'adaptation que sont les zones d'expansion des eaux estuariennes, qui globalement visent à redonner un certain espace de mobilité à l'estuaire en période d'événements extrêmes. Dans le cadre d'Atlantis, c'est vraiment l'objectif est vraiment de l'acquisition de connaissances en ce qui concerne les zones d'expansion des eaux estuariennes. On va surtout chercher à comprendre quel serait l'impact éventuellement de ces zones d'expansion des eaux estuariennes en fonction de leur position dans l'estuaire, de leur morphologie, des volumes stockables, etc. Et on se posera également la question de quelle influence de ces zones de débordement dans le futur, c'est-à-dire avec des scénarios d'évolution morphologique et du niveau marin. Donc aujourd'hui, avec Vanessa, on va surtout vous présenter ces 3 premiers points qui sont les tâches 1 et 2 du projet Atlantis ainsi que ce projet connecté Constibat. Donc si je résume le projet Atlantis en 2 questions, donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, je me permets de le rappeler. La première, c'est vraiment quels sont les impacts de la morphologie du fond et son évolution et la montée du niveau marin sur l'aléa inondation dans le futur. Et la deuxième, qui viendra dans un deuxième temps dans le projet, quelle efficacité des zones d'expansion estuarienne de nos jours et dans le futur. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette première question qui finalement revient à effectuer une étude de sensibilité de l'aléa inondation à l'évolution bathymétrique future. Mais pour réaliser ces simulations, il nous faut des contextes bathymétriques. Et c'est là qu'intervient le projet Constibat. Dans ce projet, on se pose plusieurs questions, et notamment quelle trajectoire d'évolution choisir d'ici 2100, comment construire des cartes d'évolution bathymétrique, et surtout comment valider ces évolutions qui finalement sont prospectives. Donc commençons par la première question et intéressons-nous à quels sont les principaux paramètres influençant l'évolution bathymétrique. Alors de manière très générale, on va avoir les conditions hydrodynamiques, vagues, marées, débit, on va avoir les apports sédimentaires, qu'ils soient continentaux ou marins, bien sûr le niveau marin, parce que si on monte le niveau marin, on va augmenter la profondeur de notre estuaire, et enfin les actions anthropiques, que ce soit des actions d'entretien, donc de dragage, clapage, ou alors des aménagements tels que des digues. Maintenant, la question, c'est que savons-nous de l'évolution de ces différents paramètres dans le futur ? Eh bien, malheureusement, on a beaucoup d'incertitudes. Donc, je vous ai replacé en orange les différents paramètres où on a effectivement des trajectoires d'évolution, mais dont on ne peut pas avoir de tendance claire finalement. Si je vous prends un exemple, le débit, c'est vrai qu'on a différentes projections d'évolution du débit jusqu'en 2100, mais certaines vont nous fournir des débits annuels qui vont augmenter, d'autres des débits annuels qui vont diminuer, etc. Donc on n'a pas une tendance claire. Comme par exemple pour le niveau marin, où certes on ne connaît pas exactement le niveau marin qu'on aura en 2100, pourtant toutes les projections convergent vers une hausse du niveau marin. Et enfin, je vous ai placé en rouge les différents paramètres dont on dispose très peu, voire pas d'informations. Donc finalement, les trajectoires d'évolution incertaines de plusieurs de ces paramètres peuvent aboutir à un approfondissement de l'embouchure de l'estuaire de la Seine ou l'inverse. C'est pourquoi dans le projet Constibat, en l'absence de
tendance claire d'évolution de la morphologie du fond, on a choisi de mettre en place des scénarios d'évolution topobathymétrique contrastés, afin de prendre en compte le champ des possibles et que le CEREMA puisse réaliser cette étude de sensibilité de l'aléa inondation à l'évolution bathymétrique. Alors les trois scénarios qu'on a choisi de mettre en place, donc tout d'abord on a choisi de mettre en place un scénario d'augmentation bathymétrique, c'est-à-dire qu'on aurait vraiment un contexte dans lequel en 2100 l'embouchure de l'estuaire de la Seine serait plus profonde qu'à l'heure actuelle. Donc pour en arriver à un tel résultat, il nous faudrait, de façon encore une fois très générale, une intensification des événements extrêmes générant de l'érosion, parce que voilà, on le voit bien que même si on monte le niveau marin, on cherche à produire de l'érosion quand même, donc il faudrait vraiment un régime hydrodynamique plus intense qu'à l'actuel et des apports sédimentaires limités. Donc de façon volontairement radicalement opposée, on a également fait un scénario de réduction bathymétrique, un scénario dans lequel finalement la profondeur de l'embouchure de l'estuaire de la Seine serait bien moindre en 2100 par rapport au contexte de 2022 qui constitue la référence dans le projet Atlantis. Donc dans ce contexte, on aurait vraiment une sédimentation à l'embouchure qui serait plus rapide que l'élévation des niveaux marins. C'est pourquoi pour en arriver à un tel résultat, il faudrait un régime hydrodynamique moins intense qu'à l'actuel et des apports sédimentaires vraiment très conséquents. Et enfin, on a choisi de mettre en place un dernier scénario qu'on a appelé évolution différenciée, tout simplement parce que l'évolution dans ce scénario entre les bancs et les chenaux est différente. On va avoir des bancs sédimentaires qui vont s'accommoder à la montée du niveau marin, c'est-à-dire que la sédimentation aurait environ la même vitesse que la montée du niveau marin, alors qu'on a de l'érosion dans les chenaux. Alors pourquoi on a choisi de mettre en place ce dernier contexte ? Tout simplement parce qu'il correspond aux dernières observations qu'on a pu effectuer grâce aux données bathymétriques acquises par Aropaport, et également parce que c'est une tendance d'évolution qui a été mise en avant lors d'un projet de modélisation Morphocène qui a effectué des simulations morphodynamiques prospectives entre 2016 et 2066. Donc finalement, pour arriver à ce contexte, il nous faudrait un régime hydrodynamique similaire à l'actuel, qu'on poursuive cette tendance actuelle et qu'on ait des apports sédimentaires importants pour permettre justement aux bancs de suivre l'élévation du niveau marin. Alors, pour mettre en place ces trois contextes, on a mis en place une méthodologie itérative. Donc je vais passer très rapidement sur cette diapositive. On a commencé par définir une cible, donc c'est ce qu'on a vu à la diapo précédente. Ensuite, on a pris le différentiel entre 2022 et 2010, afin d'avoir des évolutions le plus naturelles possible, qu'on a découpé en grands ensembles sédimentaires. Ensuite, on a effectué une quantité de modifications sur ces différentes parties du différentiel bathymétrique. On a appliqué des bornes d'évolution, modifié les taux de sédimentation, etc. Et ensuite, on est venu regrouper ces différents ensembles sédimentaires qu'on a ajoutés à la référence de 2022 pour obtenir une évolution finalement de cette couche sédimentaire de la morphologie du fond. Étant donné que notre objectif est bien de venir générer des scénarios bathymétriques, donc des scénarios de profondeur à l'embouchure, on a rajouté cette élévation de niveau marin pour effectuer une dernière étape qui consiste à comparer tout simplement ce qu'on a produit par rapport aux objectifs du scénario afin de vérifier si on a bien atteint les objectifs de profondeur ciblés. Mais la vraie question qui reste derrière tout ça, c'est comment juger de la vraisemblance des évolutions qu'on aura mis en place ? Parce qu'elles sont prospectives, on n'a pas moyen de les vérifier. Alors on a mis en place plusieurs critères de validation. Tout d'abord, on a calculé l'inclinaison du terrain. Donc cette partie cherche vraiment à s'assurer qu'on n'a pas généré de pentes artificielles qui pourraient influencer fortement l'hydrodynamique, comme des marches entre les différents domaines sédimentaires, etc. On a également calculé les profondeurs moyennes des différents domaines sédimentaires de l'embouchure pour vérifier que la profondeur qu'on a atteint en 2100 correspond bien à la cible de nos scénarios ou au contraire qu'on n'a pas généré par exemple un approfondissement complètement aberrant. Et le dernier critère, l'un des plus importants, c'est le calcul des bilans sédimentaires des modifications qu'on a mis en place. Ces bilans sédimentaires ont été comparés aux données historiques du remplissage de l'embouchure de la Seine, des données qui ont été compilées justement dans un projet Senaval, PSES, réalisé par Romain Pelaine. Et on a également comparé les taux de sédimentation en plusieurs points de l'estuaire pour vérifier par rapport à la bibliographie et aux données disponibles qu'on a mis en place des modifications qui sont cohérentes. Donc ça nous a permis de mettre en place, après de très nombreuses itérations, ces trois scénarios qu'on ciblait auparavant. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive parce que je me rends bien compte qu'il est
très difficile de voir les différences de profondeur avec des cartes qui sont juxtaposées. Mais on va plutôt s'intéresser à des différentiels de profondeur entre nos scénarios de 2100 et le contexte de 2022. Donc on a un premier scénario, donc comme je vous le disais, qui est d'augmentation topobathymétrique. Donc on voit qu'on a atteint notre cible, on a une embouchure de l'estuaire de la Seine qui est globalement plus profonde, et en particulier dans les zones qui sont actuellement en érosion, comme le chenal de la Fosse Sud ou la zone située au sud de Port-de-Neuilly. Après, on va avoir un scénario de réduction topobathymétrique, où là, on va avoir une embouchure globalement moins profonde en 2100 qu'en 2022, et ce, en particulier sur les bancs, et ici, dans la zone ouest des bancs, donc sur ce différentiel, en fait, on voit les bancs prograder vers l'ouest, ce qui est une tendance qu'on observe à l'heure actuelle. Et enfin, le dernier scénario, qui est d'évolution différenciée. Donc là, l'objectif était vraiment d'avoir des chenaux plus profonds et des bancs qui se maintiennent à une profondeur similaire. Donc c'est bien ce qu'on a réussi à obtenir avec des chenaux, par exemple le chenal principal ici entre les ducs submersibles qui va être plus profond, des chenaux dans les fosses qui vont également être plus profonds, et des bancs sédimentaires, donc comme par exemple ici et là, qui se maintiennent à une profondeur de moins 10, moins 20 cm à plus 50 cm par rapport à la profondeur de 2022. Donc finalement, la conclusion de ce petit projet, c'est qu'on a réussi à produire les 3 scénarios qu'on a ciblés, qui sont des bathymétriques contrastées, dont l'objectif est vraiment de faire une étude de sensibilité de l'aléa inondation à ces bathymétries. Et surtout, on a été vérifié avec plusieurs paramètres qu'ils sont cohérents avec l'histoire géologique du remplissage de l'embouchure de la Seine et également la bibliographie. Je vais maintenant passer la parole à Vanessa pour la partie modélisation. Eh bien, bonjour, donc je vais vous présenter les premiers résultats dans le cadre du lot 2 du projet Atlantis, qui sont en lien avec Constibat que vient de présenter Mathieu. Et donc ce sont des travaux qui ont été réalisés par l'équipe du CEREMA Risque OMR, donc équipe de recherche RITM associée au laboratoire M2C, avec Amir Parvin, Nicolas Hubrex, Patrick Chassé et moi-même. Donc la problématique du projet Atlantis, comme vous l'avez compris, c'est d'explorer l'influence des évolutions de l'estuaire, donc notamment les évolutions bathymétriques et plus tard les schémas d'aménagement, sur la propagation, la caractérisation de la inondation et son évolution. Et donc, pour ce faire, nous exploitons un modèle hydrodynamique qui est issu des travaux antérieurs, comme les a présentés Romaric Vernet et Mathieu tout à l'heure. La première étape du projet Atlantis, c'est d'actualiser le modèle hydrodynamique bidimensionnel qui nous a été confié. Donc, il s'agit tout d'abord d'intégrer des données nouvellement disponibles et aussi, nous avons testé des simplifications dans le but de diminuer les temps de calcul et aussi tester de nouvelles méthodes pour intégrer les ouvrages. Donc ici, vous avez la présentation du modèle qui nous a été confié, qui est issu des travaux d'Artelia 2022. Donc il s'agit d'un modèle aux éléments finis qui est fondé sur le code de calcul Télémac 2D, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et ce modèle, il prend en compte à l'amont, donc vous voyez ici l'extension du modèle, il prend en compte à l'amont les débits des affluents de la Seine, la Rille et l'Eure, et le débit de la Seine à Vernon. Et d'autre part, il est forcé sur sa condition limite maritime par un signal de marée prédite, on en discutera tout à l'heure, et aussi un signal, donc une surcote météorologique qui actuellement est fournie par la base de données Manga 700 de l'Ifremer. Et par ailleurs, sur chaque nœud des éléments du maillage, donc chaque sommet ici, on applique des champs de vent et des champs de pression qui permettent de définir la surcote locale à l'intérieur du modèle. Ce modèle nous permet d'obtenir les hauteurs d'eau ou alors les niveaux d'eau sur chaque nœud du modèle numérique et aussi les composantes horizontales de la vitesse moyennée sur la verticale. Donc pour sa validation, il est comparé aux mesures marégraphiques et aussi aux champs d'expansion de submersion marine s'ils sont disponibles. D'autre part, donc, comme on le disait tout à l'heure, ce modèle, il a comme particularité, à l'issue des travaux d'Artelia, de prendre en compte les débordements donc, dans le lit majeur de l'estuaire de la Seine. Et donc, il prend en compte la méthode qu'on appelle la méthode RIG, c'est-à-dire les débordements par surverse au-dessus donc, des 98 digues qui sont représentées avec une déconnexion entre le lit mineur et le lit majeur. Alors, quelles sont les adaptations qui ont été réalisées au sein du CEREMA pendant la première phase du projet Atlantis ?
Eh bien, il s'agit tout d'abord d'intégrer la base de données qui nous a été transmise par le GIPSA l'année dernière, c'est-à-dire d'introduire, en plus des débordements par surverse, qui sont modélisés par la déconnexion, d'introduire une connexion entre les nœuds les plus proches dans le lit mineur et dans le lit majeur pour 600 ouvrages qui sont disponibles dans la base de données des ouvrages traversants sous forme de bus, sous forme de pont-cadre, de pont-clapet, etc. D'autre part, comme le disait Mathieu tout à l'heure, un nouveau référentiel bâti topométrique 2022 a été intégré dans le modèle. Alors, il ne s'agit pas de l'utiliser pour les événements passés de calibration, mais par contre, il est particulièrement intéressant, notamment donc, dans le cadre du lot 2 qui consiste à intégrer les scénarios Constibat, mais aussi pour la validation du modèle et des tests sur des événements plus récents. Et enfin, on a aussi testé au sein du CEREMA de nouvelles conditions aux limites maritimes qui nous permettent, sans calibration supplémentaire, d'obtenir des performances plus grandes de ce modèle avec, pour les critères qui nous intéressent, que ce soit en lit mineur ou en lit majeur. Donc ce modèle, il a été calibré pendant les études d'Artelia donc sur un certain nombre d'événements, donc des événements fluviaux comme mars 2001, maritimes comme mars 2008 ou janvier 2018, donc la tempête Éléonore, ou alors sur des événements de type fluvio-maritime tels que février 2018-2020 ou encore mars 2020. Donc Jérôme Romer vous a déjà présenté quelques résultats en termes de période de retour pour la caractérisation de la tempête Inès. D'autre part, dans ce catalogue d'événements de validation disponibles, nous avons ajouté donc l'événement débordant d'avril 2024. Pour qualifier les indicateurs de performance et aussi l'impact des scénarios d'évolution bathymétrique ou des zones d'expansion des eaux estuariennes, eh bien, nous avons besoin d'indicateurs à la fois en lit mineur et en lit majeur. Ce qui intéresse particulièrement le GIPSA dans un contexte d'évaluation de l'aléa d'inondation par submersion marine, ce sont les erreurs quadratiques moyennes sur les pleines mers, c'est-à-dire que quand on obtient, grâce à la simulation, des chroniques temporelles de niveau d'eau sur les différents marégraphes qui sont disponibles le long de l'estuaire de la Seine, eh bien, on peut les comparer avec la simulation, extraire les pleines mers, c'est-à-dire les maxima rephasés, et calculer l'erreur quadratique moyenne sur ces quantités. Et donc ici, vous voyez des résultats de calibration pour l'événement de février 2018, en même temps que vous avez la station de mesure du Havre, et vous voyez qu'on va utiliser l'erreur sur le pic de tempête, donc au Havre, qui a lieu donc, dans cette zone-là. Donc, également, on va regarder le phasage du signal observé avec le signal simulé, et on voit ici des résultats qui sont relativement bons partout sauf à Caudebec. De même qu'on arrive à avoir une erreur quadratique moyenne relativement satisfaisante, c'est-à-dire comprise entre 10 et 25 cm, avec une sous-estimation de ces pics. De la même manière, on a besoin d'indicateurs sur le lit majeur, et alors là, ça commence à se corser quand on veut étudier les débordements, puisqu'on a un certain nombre d'événements, notamment le février 2018 et puis février 2020, pour lequel la base de données repèresdecrues.fr du ministère du Développement durable nous permet d'obtenir des laisses de crues. Mais par contre, il est plus difficile d'obtenir la surface et la localisation des zones inondées. Il y a bien des campagnes de drôles qui existent, mais sur ce point, tout est à faire, et notamment peut-être l'utilisation du satellitaire. Donc ici, on voit que sur différents modèles qu'on a testés, notamment le modèle Artelia, dans lequel on a intégré les ouvrages traversants, on voit qu'on va avoir une erreur quadratique moyenne sur les laisses de crue qui sont représentées ici par des petits pictogrammes dont la couleur dépend de la capacité du modèle à représenter les niveaux d'eau maximaux dans le lit majeur. Eh bien, on va avoir une erreur quadratique moyenne qui est de l'ordre de 70 cm, sachant que l'incertitude sur les laisses de crue est généralement d'une cinquantaine de centimètres. Ce qui est intéressant dans le cadre du projet Atlantis, puisqu'on est vraiment sur la caractérisation de l'aléa dans les champs de débordement, ça va être de regarder les durées de submersion et les volumes de débordement, et notamment leur évolution en fonction des différents scénarios qu'on va tester. Et donc ici, vous avez la représentation des différents casiers qui composent le lit majeur. Je vous parlais de déconnexion entre le lit mineur et le lit majeur.
On a donc des limageurs, notamment ici dans la zone du Marais Vernier, dans la zone de Bretonne. Et donc ces casiers ont été étudiés en termes d'évolution du volume de débordement pour différents événements, et notamment pour les événements de février 2018 et février 2020. Donc ici, vous avez la représentation des casiers, et ici, donc pour différents modèles que nous avons testés au sein du CEREMA, la mobilisation d'un casier, du limageur au cours du temps, au cours de l'événement. J'en viens donc au lot 2 qui consiste à l'impact des scénarios bathymétriques qui nous ont été proposés par le comité d'experts de Krostibat sur le risque de submersion fluvio-maritime. Et donc il s'agit d'intégrer à l'intérieur du modèle numérique que je viens de vous présenter ces différents scénarios bathymétriques afin de voir sur ces différents indicateurs statistiques que je viens de vous présenter quel a été leur impact. Donc ici, je vais vous présenter des résultats préliminaires, puisque le projet Atlantis a seulement débuté le 1er mars 2024. Et donc, il y a une première phase d'appropriation et puis de modification du modèle. Donc, sur la tempête Inès, donc de février 2020, dont vous voyez ici la ligne d'eau qui a été longuement décrite par Le Bergem et donc par Jérôme Romer tout à l'heure. Donc avec un événement qui propose donc des niveaux d'eau. Donc quand on part de la balise A, donc à l'embouchure de l'estuaire, jusqu'à Pont de l'Arche, qui constitue notre limite amont, eh bien donc on voit qu'on a des niveaux d'eau qui étaient propices, notamment sur la partie médiane, à de forts débordements. Du coup, je vous rappelle juste les scénarios qui ont été intégrés par le CEREMA. Donc, à la diapo suivante, Vanessa va vous présenter donc les résultats sur les lignes d'eau en lait mineur. Et ce qui a été réalisé par le CEREMA, c'est donc l'intégration de ces bathymétries en plusieurs scénarios. Donc, on a le scénario de référence qui est en noir, un scénario qui prend uniquement en compte l'élévation du niveau marin en bleu. Après, on va voir les 3 scénarios orange, qui sont les 3 scénarios que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc d'une augmentation bathymétrique de l'embouchure, d'une évolution différenciée avec des chenaux plus profonds, des bancs à la même profondeur, et le scénario réduction, donc avec une bathymétrie moins profonde à l'embouchure. Donc les scénarios orange prennent en compte l'élévation de niveau marin, donc c'est des scénarios bathymétriques, alors que pour les scénarios qui sont en vert, il y a uniquement l'évolution morphologique, c'est-à-dire de la couche sédimentaire qui a été prise en compte, et aucune élévation du niveau marin. Donc effectivement, ici, vous avez l'impact sur le niveau d'eau maximal observé le long de la Seine, donc toujours du Havre jusqu'à l'amont de l'estuaire de la Seine, donc, enfin, pas de l'estuaire de la Seine, mais en tout cas jusqu'à Pont de l'Arche, donc la limite amont de notre modèle. Donc, comme vient de le rappeler Mathieu, ici, on a en vert des scénarios Constibat sans élévation du niveau de la mer, et en orange, les scénarios Constibat avec une élévation moyenne du niveau de la mer. Alors, quand on regarde de loin, comme on peut le faire, effectivement, on a l'impression que les scénarios qui combinent l'élévation moyenne du niveau de la mer de 1 mètre avec les scénarios Constibat aboutissent à une différence en termes de niveau d'eau maximal calculé dans l'estuaire de la Seine qui est relativement homogène entre les différents scénarios en orange. En fait, si on calcule, donc c'est ce qu'a fait Amir Parvin, on obtient une différence maximale pour cet événement de l'ordre de 10 cm, ce qui peut paraître peu. On voit cependant quelques différences locales, notamment de Heurteville jusqu'à Wassel, et quelques différences qui sont un petit peu plus faibles ici. Quand on examine de manière préliminaire l'impact de ces scénarios Constibat, on cherche aussi à savoir si le niveau d'eau maximal, donc ici il s'agit de la station de Rouen pour l'événement de février 2020, si le niveau d'eau maximal est toujours obtenu au même moment, puisque le phasage des débordements est très important pour la caractérisation de l'aléa. Donc ici, dans ce cas, en tout cas que je vous montre ici, on voit bien qu'on ne récupère évidemment pas 1 mètre d'élévation du niveau moyen de la mer quand on propage depuis la condition limite maritime jusqu'à l'intérieur de l'estuaire, c'est 1 mètre. On va avoir une décroissance de ce niveau qui va être influencée aussi par le scénario qu'on utilise. Donc ici, on voit qu'on a le même phasage. On a un certain nombre de stations pour lesquelles, en fait, on va avoir un niveau d'eau maximal observé qui va être
bien plus tôt. Ensuite, il s'agit de juste d'un résultat donc, dans un secteur, donc dans l'un des casiers du Marais Vernier, qui nous intéressera particulièrement pour la phase 3 du projet Atlantis, donc, que j'ai situé ici. Et on voit aussi que les scénarios, donc, vous avez le limageur numéro 4, donc la première partie du Marais Vernier, qui est peu mobilisée. Donc ici en bleu, il s'agit de la situation actuelle pour la tempête de février 2020. Et on s'aperçoit donc avec une élévation du niveau moyen de 1 mètre, combinée avec des scénarios notamment d'augmentation, c'est-à-dire d'érosion en fait à l'entrée de l'estuaire. Eh bien, on voit qu'on a une plus grande mobilisation avec des volumes débordants qui sont représentés ici en fonction du temps, qui sont bien plus importants. Donc, tous ces éléments-là demandent à être consolidés et affinés, notamment pour tous les événements de calage et tous les événements de Constibat. Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est la même chose pour le limageur 5. Donc en conclusion, on peut dire que le projet Atlantis, dans un premier temps, a permis de mettre en place un modèle qu'on appelle désormais Atlantis 2025, à l'intérieur duquel on a introduit les ouvrages traversants qui vont pouvoir avoir une influence sur la localisation et sur des volumes dans les zones de débordement, là où ces ouvrages sont mobilisés, qu'il a permis d'actualiser la bathymétrie en injectant le nouveau référentiel BathyTopo qui nous a été livré par Éric Lebrelec et le GIPSA, et qui nous permet aussi actuellement donc, de tester des conditions limites maritimes pour augmenter les performances dans la représentation des événements actuels et être plus fiable pour la représentation des événements futurs. On a défini des indicateurs de performance et intégré donc, dans le cadre du lot 2, c'est les évolutions bathymétriques. Là, je viens de vous présenter quelques premiers résultats qu'il nous reste à analyser, à consolider. Alors, les perspectives sont évidemment nombreuses sur ce projet pour lequel on est à mi-parcours. Tout d'abord, nous souhaitons tester d'autres forçages météorologiques, puisque ceux qui sont utilisés actuellement sont des forçages avec une résolution qui n'est pas optimale. Or, donc, la base de données Météo France permet éventuellement de tester des données qui seraient plus précises avec une résolution plus grande, de recalibrer avec les nouvelles évolutions le modèle, puisque là, en fait, tous les tests d'amélioration sont quand même pénalisés par le fait qu'on ne recalibre pas, qu'on n'essaie pas d'avoir des meilleures performances. La bonne nouvelle, c'est qu'en ne recalibrant pas, on obtient des performances similaires. Alors, on imagine qu'on pourra encore améliorer les performances du modèle en le calibrant. Ensuite, même s'il n'est pas parfait, même à l'issue de la recalibration, tout n'est pas perdu, puisque le projet ANR, appel à projet 2024 Hydrolink, dont le coordinateur est le professeur Jardani de M2C, nous a permis donc de lancer une thèse, la thèse de Redouane Bouglia, qui vous est posé des questions aussi aujourd'hui, dont le but est de corriger par des méthodes d'intelligence artificielle, donc de deep learning, les prévisions de niveau d'eau par Télémac 2D et de coupler avec les modèles du BRGM et des mines de Paris avec la nappe. Donc beaucoup de perspectives pour améliorer les performances du modèle et ensuite pouvoir intégrer de manière plus fiable tous les scénarios à la fois d'évolution bathymétrique et de zones d'expansion des eaux estuariennes. Pour la suite du projet Atlantis, vous l'avez compris, nous devons finir les travaux consolidés des analyses et la suite des résultats dans le cadre de Constibat, et puis ensuite définir et tester l'impact de zones d'expansion des eaux estuariennes sur l'aléa inondation en baie de Seine. Donc ces travaux ont fait l'objet d'un certain nombre de rapports techniques, dont le dernier sera disponible mi-décembre, et puis de travaux de valorisation. Donc Nicolas Bach a présenté un poster à NRN, donc aux Assises nationales des risques naturels, et Amir Parvin a présenté aussi des travaux donc, au Télémac User Conference 2025 à Menai Bridge. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Vanessa, merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Claude Barbet, ADER. Je suis un petit peu... quid du phénomène dont on parle à l'embouchure à Vraise de double marée ?
Est-ce que ça a un impact sur, en particulier, le phasage des pleines mers? Enfin, comment vous procédez? Et puis, autre question, les zones d'expansion, eh bien, effectivement, avec la montée du niveau, on en trouve de nouvelles. On passe en particulier ce que furent les merlons de régalage du port, qui, au moins à l'origine, ne firent pas l'objet d'une réflexion très importante, mais à chaque fois qu'on les noie, eh bien, on a comme conséquence de remettre en suspension des choses pas très agréables qui sont ce qu'on trouvait dans les sédiments des années 70 ou 80. Je commence. Donc, par rapport aux tenues de plein, donc les phénomènes qui nous ont été présentés avant, effectivement, c'est un facteur important puisqu'on a des volumes supplémentaires qui sont injectés à l'intérieur de l'estuaire sur le flot, notamment. Et donc, je pense que Stéphane Pinet est là puisque c'est lui qui, depuis plusieurs années, nous parle de ces tenues de plein. Et donc, l'un des objectifs, notamment de la thèse de Redouane Bouglia, donc qui corrige les résultats du modèle, sera effectivement de mieux représenter les tenues de plein, puisqu'on peut avoir des tenues de plein qui durent plus de 2 heures, et que c'est un phénomène amplificateur qui a été largement expertisé et discuté par l'Adréal et les équipes de Marie Morin et de Stéphane Pinet. Par rapport aux merlons, vous parliez des merlons qui protègent les zones du port. Alors, je pense que la deuxième question était plutôt en relation avec la remise en suspension de sédiments potentiellement pollués. Mais là, c'était pas le sujet de la présentation. Là, on est vraiment sur un modèle hydrodynamique, donc il prend pas en compte tout ce qui va être échange avec le fond, avec le sédiment. Mais c'est une très bonne ouverture pour la suite, parce qu'on parlera justement en fin de matinée des besoins en modélisation pour anticiper l'évolution de l'estuaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, Florent Grasso, Ifremer. Donc merci pour la présentation. C'est vraiment sympa de voir les premiers résultats de simulation avec prise en compte, entre autres, des évolutions bâties. Je me demandais, vis-à-vis de la partie amont, où le choix avait été fait de ne pas approfondir ou réduire la cote du chenal principal pour se focaliser sur l'embouchure. Apparemment, les premiers résultats ont l'air de montrer qu'il n'y a pas une différence monumentale avec ces modifications de l'embouchure. Est-ce que ça permet de reconsidérer, est-ce que si on approfondit maintenant la partie amont jusqu'à Rouen du Chenal, ce que ça donne, ou on est complètement verrouillé et il n'y a plus le temps? Alors oui, déjà pour remettre le contexte, c'est vrai qu'on avait réfléchi avec donc les experts de l'embouchure de l'estuaire de la Seine à modifier soit uniquement l'embouchure, soit faire des modifications de la morphologie du fond jusqu'à pause. Et il s'avérait que, au regard de l'avis des experts et des données bathymétriques disponibles, il n'y ait que peu d'évolution morphologique finalement en amont de Torquerville et jusqu'à pause. Alors là, maintenant, c'est vrai qu'au vu des premiers résultats, on n'a pas beaucoup de différence sur les niveaux d'eau en lit mineur. Et là, je vais plutôt laisser la main à Vanessa pour savoir si on a le temps. Parce que j'imagine qu'au GIP, on trouvera toujours le temps de modifier nos petits scénarios Constibat pour faire des modifications jusqu'à l'amont. Mais voilà, à discuter, je pense, entre nous sur le temps qu'on a dédié à cette question. Oui, donc tout ça, ça fera effectivement partie de discussion avec le commanditaire d'Atlantis. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est très intéressant dans votre question, c'est qu'en fait, à l'amont, on est forcé par la condition limite fluviale. Et que et notamment quand on fait de la modélisation numérique, chacun sait qu'en fait, on va prendre comme condition limite fluviale, donc en amont, la zone limite d'influence de la marée. Et on voit bien, donc c'est ce qu'on a constaté quand on a exploré les résultats la semaine dernière avec Amir,
que là, maintenant, cette zone, elle remonte, évidemment. Quand on va augmenter, le niveau moyen de la mer, on voit une influence qui est relativement importante en amont de pause. Donc, moi, la question que je me posais la semaine dernière, mais après, c'est à discuter avec d'autres experts en modélisation, c'est que est-ce que pour ne pas être dans une zone d'influence de la limite, de la condition limite fluviale, est-ce qu'il ne faudrait pas remonter la limite du modèle? Donc il y a plus que votre question dans la mienne, mais c'est vrai qu'on en discutera parce que c'est pas préoccupant, mais ça questionne. Après, il y avait aussi un des choix qui avait été fait dans le projet Constibat de ne pas considérer d'évolution des aménagements, que ce soit les digues, les barrages, le dragage, etc. Parce qu'on ne sait pas finalement qu'est-ce que l'homme va pouvoir mettre en place. Donc à voir si on reconsidère cette question ou pas aussi, parce qu'on a le barrage de pause qui va limiter la remontée de la marée. Donc voilà, tout ça, ça va faire l'objet d'une discussion en fonction des premiers résultats qu'a produit Vanessa. Mais on voit bien qu'on a matière à un attentisme 2 sinon. Merci. Jérémy? Oui, merci, super travail. En fait, j'allais poser la question, mais vous venez d'y répondre. On a envie de toucher un peu plus de scénarios de niveau marin. 1 mètre, en tout cas, c'est réaliste par rapport aux derniers travaux du GIEC, mais on voudrait mettre des scénarios un peu moins forts ou plus forts. Et aussi, est-ce qu'il est envisagé de toucher à des scénarios de débit? Parce que on va dire l'effet modéré que vous voyez est peut-être compensé, mais c'est ce que tu disais finalement, par un débit assez fort sur l'événement février 2020. Là. Et voilà. Et en fait, Mathieu vient aussi de citer une dernière question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a dans les cartons des scénarios d'aménagement futur alors je suis désolé, moi je suis pas dans le contexte, mais des scénarios d'aménagement futur dans cette région qui pourraient être couplés à ce que vous faites, quoi. Alors, je commence et je laisse Vanessa compléter. Alors pour les scénarios d'aménagement, la cible du projet Atlantis, c'est vraiment ces zones d'expansion des eaux estuariennes. C'est vraiment là où le CEREMA va probablement se concentrer pour essayer d'abaisser, de modifier des digues, etc., pour laisser un peu plus d'espace de mobilité au fleuve et voir quelle influence ça aurait sur les niveaux en lit mineur. Après voilà Vanessa, si tu voulais compléter là-dessus. Non, ça répond à la question par rapport aux aménagements futurs. Et par contre, sur la question des scénarios hydrométéorologiques et notamment élévation du niveau marin, c'est vrai que sur la première version du projet Atlantis, il y avait aussi l'influence du régime de tempête, même si on ne touche pas du tout à la houle. Et donc, sur des périodes longues et sur des quantiles extrêmes, ça pourrait être très intéressant d'aller vers ces périodes longues. Sur l'élévation du niveau moyen de la mer, je ne dirais pas que c'est pas assez intéressant. Mais en fait, on est dans un système, contrairement à l'estuaire de la Gironde, où on n'a pas hypersynchronie, donc on a une translation assez directe. Il y a déjà des travaux qui ont été menés par le GIPSA en partenariat avec Artelia sur ces sujets. Donc, pour l'instant, le scénario qui a été choisi, c'est un scénario qui a été argumenté, d'élévation du niveau moyen de la mer de 1 mètre, qui permet de rentrer dans les intervalles de confiance des principaux scénarios SSP et RCP. Donc, pour l'instant, on se cantonne à ça. Si à un moment donné, on voit que du coup, nos résultats ne sont pas généralisables, peut-être qu'on avisera. Merci. Le temps pour une dernière question. En fait, j'en ai une alors. Parce qu'on discutait des cotes maximales et le fait que de prendre en compte différents scénarios bâtis n'avait pas forcément beaucoup d'importance sur les niveaux hauts. Mais j'avais l'impression, quand on regardait les signaux de marée simulés, qu'ils étaient plus longs par contre. Et donc en termes d'inondabilité, ça avait quand même un rôle. Donc en fait, je me demandais si vous aviez regardé ça, couplé à une certaine façon de regarder l'intensité durée de l'événement. Est-ce que si en intensité, il n'y a pas beaucoup de différence, est-ce qu'en termes de durée de dépassement d'un certain seuil, est-ce que c'est significatif? Mais c'est une très très bonne question. Alors là, c'est ce qu'on disait, on est sur des résultats préliminaires. Et tout à fait, les volumes et la durée de plein, telle que l'a posé la question monsieur, ça va être un indicateur d'analyse. En fait, voilà, c'est pas... tu connais mieux l'histoire de la Seine que moi sans doute, mais tu as une translation directe du niveau moyen depuis la fermeture de la baie de Seine, de la frontière, jusqu'à Honfleur. Là, c'est vrai qu'on est en translation. Mais ensuite, effectivement, on a un facteur décroissant du niveau moyen.
Mais par contre, on a l'air d'avoir des impacts effectivement sur la périodicité, sur les volumes et finalement, on est. Alors, j'avoue que j'ai pas été très honnête parce que je vous ai caché une image parce qu'on n'a pas eu le temps de l'analyser entre la fin de semaine dernière et aujourd'hui. On a un effet Clapet et on a un scénario Constibat. Je l'avais montré à Mathieu. Que je ne sais pas encore expliquer, où en fait on est sur un scénario Constibat et dans un cas on est comme dans la situation d'aujourd'hui, donc c'est sur un casier, on est à 0 mobilisation du lit majeur et tout d'un coup on a un effet Clapet, on a un scénario Constibat alors qu'on n'a pas une différence de plus de 10 cm sur l'ensemble des événements qui nous produit des inondations terribles. Alors comme je voulais pas que tout le monde ait peur, je ne l'ai pas montré, on n'a pas encore analysé, mais c'est vrai qu'on a des effets Clapet qui peuvent être liés au volume et aux modifications. Quel teasing pour le prochain séminaire. Ouais. Revenez l'année prochaine. Vous êtes intéressé par venir maintenant, vous n'avez pas d'excuses. On va pouvoir clore la première partie de cette session. Je vous remercie et je remercie les intervenants. Nicolas, tu veux évoquer quelque chose ? Juste pour assurer aussi tous nos partenaires, il n'y a pas de scénario où on enlève le barrage de pause. Parce que je sens bien qu'il y avait une petite incertitude dans les discussions. Voilà, donc on ne propose pas de supprimer le barrage de pause. Par contre, pour effectivement la question de Jérémy sur existe-t-il des scénarios d'aménagement ? Alors aujourd'hui, nous, on fait que de la théorie. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous parle là, c'est pour tester la sensibilité de l'estuaire, comment il répond aux inondations. Et alors, si nos partenaires se projettent et commencent à vouloir anticiper et proposer des aménagements, effectivement, on est à l'écoute aussi pour intégrer ça dans nos réflexions. Au contraire, quoi. Voilà, donc je voulais aussi juste préciser ça pour vous souhaiter aussi une bonne pause. Et c'est quoi les horaires du coup, Cédric ? Parce que là, moi, j'ai oublié. Ouais. 20 minutes de pause, donc rendez-vous à... Eh bien, bon café, à tout à l'heure. 11h25. Merci.